Bonjour tout le monde. Alors oui, commençons par le contexte réglementaire, même si c'est jamais la version la plus glamour du contexte. Euh, Emmanuel l'a dit, les éco-organismes sont mis à contribution. C'est une configuration qui est intéressante, hein, ça s'est pas fait partout comme ça. On cite beaucoup l'Allemagne comme un exemple de pays où le réemploi est disponible à grande échelle. Alors c'est que sur le segment de la boisson, principalement en Allemagne. Et c'est vrai qu'à l'époque, puisque c'est fait depuis plus de 50 ans, les choses n'avaient pas été organisées avec les éco-organismes. Donc c'est un peu une spécificité française. On aime bien faire ça. Donc on nous a chargé de plusieurs missions. L'une de ces missions, c'est d'apporter une solution opérationnelle avec la définition de gamme d'emballage standardisé. On aura l'occasion de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un emballage standardisé. Donc ça, c'est clairement une grosse contribution. Ce qui est évidemment recherché derrière, c'est de pouvoir faciliter l'accès au réemploi des industriels, mais aussi de réduire les distances parcourues par les emballages, d'optimiser les boucles, de pouvoir vraiment permettre des boucles locales qui soient mutualisées. Mutualiser derrière, ce qu'on cherche, c'est les économies d'échelle, économies financières et environnementales. L'analogie que j'utilise souvent et qui fonctionne bien, c'est le vélo en partage. En fait, le vélo en partage, ça fonctionne parce que toutes les bornes correspondent à un type de vélo. Et donc, les vélos sont identiques. Donc, vous pouvez les prendre à un endroit, les déposer à un autre. Et ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, vous avez suffisamment de vélos disponibles à l'endroit où vous en avez besoin. C'est un peu ce principe-là. Et pour ça, on a besoin d'avoir des emballages qui sont standardisés et qui sont interchangeables entre les acteurs. Le deuxième rôle qu'on nous a confié en France pour les éco-organismes, c'est celui d'accompagnant et de conseil. Le réemploi fait partie intégrante des actions d'éco-conception. On va réduire, on va augmenter la recyclabilité et on va envisager le réemploi. Puis le dernier rôle, c'est celui de financeur, puisqu'il est inscrit dans les lois que les éco-organismes doivent dédier l'équivalent de 5% de leur chiffre d'affaires annuel au soutien de solutions de réemploi. Donc on ne sera pas les seuls financeurs, hein. Ça fait une enveloppe assez coquette, mais elle est loin d'être suffisante pour couvrir l'ensemble des opérations de réemploi. On pourra en rediscuter avec ceux qui sont à la manette et ils seront d'accord pour dire qu'on fera partie des financeurs, mais on sera loin d'être les seuls. Philippe Rothenauer, je vous donne le micro tout de suite. Vous acquiesciez tout à l'heure sur le parallèle avec les vélos en partage. On va partager les emballages. Oui, je pense qu'on doit s'y résoudre, et on doit se réjouir d'arriver là. Le réemploi, c'est le futur de l'emballage. Il n'y a pas de doute sur ce sujet-là. Je voudrais juste dire une chose. Si on avait déjà 90% de nos emballages réemployés aujourd'hui, on serait bien plus détendu face à la crise des matériaux qu'on a en ce moment. Oui, alors on n'est pas là puisque la trajectoire nationale, article 65 de la loi AGEC, nous demande 10% d'emballages réemployables en 2027. Réemployés. Réemployés. C'est subtil, mais c'est très important. Alors, faites-nous la distinction précisément. Alors, un emballage réemployable, il a le potentiel d'être réemployé. C'est-à-dire qu'il a été conçu de manière à être conforme à plusieurs boucles de réemploi. Donc une boucle de réemploi, c'est plusieurs mises en ligne sur les lignes de conditionnement industriel, mais c'est aussi plusieurs boucles de lavage, plusieurs boucles de transport, plusieurs boucles de consommation. Donc ça, c'est on va dire les caractéristiques d'un emballage réemployable. Un emballage réemployé, c'est un emballage qui a déjà fait au moins une rotation avant d'être mis sur le marché, d'être utilisé par un industriel. Donc un emballage réemployé, c'est un emballage qui... C'est dans la vraie vie. Il n'est pas neuf. Voilà. Et c'est ça que le gouvernement va suivre. Les 10% d'emballage, c'est bien des emballages réemployés. Comment le gouvernement va-t-il suivre ça ? Ça fait partie des missions qu'ils ont confiées aussi aux éco-organismes. Si vous êtes un industriel et que vous adhérez à un éco-organisme pour l'usage unique, cet éco-organisme devient mécaniquement votre structure collective. Et la mission de la structure collective, c'est de consolider ce reporting réemploi. Donc on va beaucoup en parler avec nos clients à partir de 2023, puisqu'il s'agit des emballages ménagers, mais aussi des emballages industriels et commerciaux, donc les palettes, les caisses, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les matériaux envisagés pour le réemploi ?
Oui, bien entendu. Alors, il y a plusieurs matériaux. Je vais resserrer sur les emballages ménagers, donc ceux qu'on couvre directement dans notre périmètre. Il y a le matériau verre qui est quasiment d'emblée validé pour le réemploi, dans le sens où les exigences essentielles de l'emballage sont confirmées. Il est tout à fait conforme avec une utilisation plurielle au niveau industriel, au niveau du consommateur, au niveau du lavage. On sait très bien le laver afin qu'il puisse revenir à un état qui permette de le réemployer. Alors, il y a évidemment, on parle de matériaux, ce n'est pas les seuls composants d'un emballage. Il faudra regarder aussi les étiquettes, les systèmes de fermeture, etc. Mais peut-être que d'autres personnes du panel auront l'occasion d'en parler. On envisage également les plastiques, le PET pour les bouteilles. C'est ce que font les Allemands depuis plusieurs dizaines d'années. On sait que ça marche. On a clairement un sujet d'acceptabilité côté consommateur, puisque si vous avez déjà voyagé de l'autre côté de la frontière, c'est des bouteilles qui n'ont pas l'aspect de bouteilles neuves. Donc il y a des marques d'usure. Donc voilà, il y a vraiment tout un sujet à anticiper côté consommateur. Il y a d'autres résines qui sont déjà utilisées en réemploi, comme le copolyester. Alors le nom commercial, c'est le Tritan. Le PP, le polypropylène, qui sont en fait nos Tupperware. Donc ça aussi, c'est une marque, mais nos boîtes repas. Donc ça marche très bien pour un réemploi domestique. C'est le consommateur qui s'en occupe. Nous, ce qu'on essaye de regarder, c'est est-ce que dans une mise en application industrielle, ça fonctionnerait aussi. Et puis, il y a évidemment l'inox, qui est largement utilisé dans la restauration collective. C'est un matériau qui présente énormément de qualités, notamment sanitaires, mais voilà, qui soulève d'autres questions. Le coût est assez important par rapport à d'autres matériaux qu'on a dans l'emballage ménager. Il marque aussi quand il tombe, il se cabosse. Bon, le verre se casse, donc il n'y a pas un matériau qui coche toutes les cases, mais globalement, on a quand même beaucoup de pistes. Juste pour présenter un peu mieux le panel, parce qu'on est là en face d'un écosystème complet qui est en constitution ou qui est déjà constitué. Emmanuel Auberger, qu'est usage et que fait usage? Alors usage, effectivement, bonjour à tous, on est dans la boucle d'économie circulaire, on est ceux qui vont laver les emballages. Donc on a des usines de lavage, donc on va laver ce que citait Sophie, du verre, de l'inox. Vous faites déjà des boucles, il y a déjà des emballages réemployés. Exactement, il y a déjà des emballages réemployés. Donc nous, on a 2 centres aujourd'hui, un à Neuilly-sur-Marne et un à Avignon. Et par exemple, celui d'Avignon, on lave des bacs en inox qui servent dans des cantines scolaires entre la cuisine centrale et les écoles tous les jours, depuis déjà maintenant plus d'1 an. Et puis on va aussi, dans notre centre de Neuilly-sur-Marne, on sert surtout des acteurs de la restauration rapide, de la pause déjeuner. Donc là, on va avoir des bols à salade, des sushis, des plats à réchauffer. Parce que dans ce qu'indiquait Sophie tout à l'heure sur les matériaux, on va aussi dépendre beaucoup de l'usage. Est-ce qu'on chauffe? Est-ce que c'est gras? C'est quoi la DLC? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un panel de solutions d'emballage remployable assez large. J'imagine que vous travaillez avec Petrel? Absolument, on a plusieurs projets en commun avec Hugues, ça fait une transition vers toi, Hugues. Alors Hugues Pelletier, que fait Petrel? Je vous ai présenté tout à l'heure en disant que vous concevez des boucles de réemploi des emballages, mais vous n'êtes pas un industriel, vous n'êtes pas non plus un distributeur. Expliquez-nous. Non, exactement, je n'ai pas forcément d'actifs, mais Petrel, en effet, on est créateur de boucles de réemploi. Donc il y a 2 choses, on fait la partie ingénierie et après le suivi opérationnel. Et en fait, quand on lance du réemploi, il faut partir bien sûr du besoin consommateur. Il faut réfléchir aux emballages qui vont être utilisés, que ce soit des emballages primaires ou secondaires. Donc là, on se repose en effet sur les travaux de Citeo, par exemple. Et puis ensuite, on va regarder comment vont être commercialisés les produits en magasin, en ligne, soit dans B2B, B2C. Ensuite, les points de collecte, la logistique de retour, le tri et le lavage. Et donc, dans ce cas de figure, en effet, on a l'occasion de travailler, d'échanger avec Usage et Emmanuel, entre autres sur le projet VRAC qu'on est en train de mettre en place, et ensuite pour que les emballages soient réutilisés à nouveau. Et donc monter toute cette boucle de réemploi, il faut regarder les problématiques géographiques, de typologie de produits et les différents enjeux, en partant souvent du donneur d'ordre ou alors d'un écosystème, dans un certain nombre d'opérateurs. Et une fois que le projet est construit,
ben ensuite, il faut le mettre en œuvre, il faut le suivre au quotidien. Donc vous êtes un organisateur en quelque sorte. Oui, organisateur, et après, une fois qu'on est opérateur, on a une plateforme digitale qui permet de suivre au quotidien, où on sent les emballages en termes logistiques, les flux financiers, et puis faire un peu de bilan environnemental associé. Et donc c'est aussi un des enjeux, c'est au-delà de créer le projet, c'est aussi l'opérer et le suivre dans la durée, soit, à nouveau, quand c'est juste 2 acteurs, c'est même pas la peine, mais quand ça implique un nombre important d'acteurs ou une filière, eh bien c'est important d'en être un organisateur. Donc c'est notre positionnement. Et puis alors pour créer des gammes et opérer et employer des emballages de réemploi, il faut parfois les tester, il faut les contrôler. Pierre-Jean Cavaroc, vous êtes donc vous représentez SGS France et vous allez nous expliquer tout de suite ce que vous faites dans cette boucle. Alors, bonjour dans à ces tous. boucles. Bonjour à tous. Donc, SGS France en fait est une société internationale qui est initialement pour la certification, mais aussi pour les tests. Et de par notre implantation en fait dans le monde entier, au plus proche des industriels, qu'ils soient français, qu'ils soient européens ou peu importe dans le monde, finalement, ça nous permet d'avoir des centres d'expertise et des pôles R&D où notre ambition est finalement d'uniformiser nos pratiques. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des tests, hein, c'est ça, sur les emballages réemployables? Alors, aujourd'hui, notre but, c'est de développer des protocoles permettant de valider, de s'assurer finalement de la conformité des emballages réemployables. Et pour ça, comme l'a dit mon collègue à côté, le but, c'est de travailler conjointement avec toutes les parties prenantes de l'emballage réemployable. Que ce soit aussi bien le fabricant d'emballage, mais aussi l'industriel, le centre de lavage et les laboratoires d'essai, puisque le but sera aussi de pouvoir valider à la fin pour le contact alimentaire. On reviendra à vous juste après, mais je voulais bien montrer l'écosystème, effectivement, c'est très important. Et je reviens à vous, Sophie Nguyen. L'emballage vous êtes en charge de créer donc une gamme d'emballages réemployables et réemployés, standardisés. Alors, standardisé, tout de suite, on pense à c'est la mort du marketing. Mais en fait, non, pour vous, c'est pas banal un emballage réemployable. Oui, les Standard, mais pas banal. standards, mais pas banal. C'est ça, c'est la formule. C'est ce qu'on a observé au moment où on a dû mettre en place le plan de travail, parce que sur ce projet-là, on est aussi facilitateur d'expertise et de décisions qui doivent être prises de manière assez consensuelle. Chez Citeo, on ne met pas de produits dans des emballages, donc on n'a pas toutes les clés pour définir à quoi vont ressembler ces emballages standardisés. Donc en 2021, on a rassemblé des industriels. Ils étaient une petite soixantaine autour des 3 segments qu'Emmanuel rappelait, la restauration, les produits frais et les boissons. Donc ça faisait 13 sous-segments, des sous-segments boissons, des sous-segments produits frais, etc. Avec l'aide des fédérations, on a consulté et on a rassemblé donc les industriels pour leur demander de nous décrire quelles étaient les caractéristiques et les fonctions auxquelles doivent répondre les emballages qu'ils utilisent aujourd'hui dans leurs activités quotidiennes. Alors, sur la boisson, sur certaines boissons, on arrive à trouver assez facilement un équivalent. Une bouteille à usage unique, on arrive globalement à voir à quoi ressemble une bouteille réemployable. Ne serait-ce que parce qu'elles sont beaucoup utilisées en circuit CHR ou dans des pays comme l'Allemagne. Mais sur un segment comme la charcuterie, il faut déjà être un petit peu plus innovant donc, et avoir faire un exercice un peu plus créatif. On a beaucoup utilisé l'exemple des lardons. La barquette thermoformée, elle est vraiment intégrée dans le système industriel. Vous pouvez pas avoir un film plastique qui se forme autour des lardons et qui le ferait plusieurs fois. Donc là, on doit vraiment repenser la solution d'emballage. C'est fait aujourd'hui, hein. Il y a des expérimentations, il y a des solutions, des barquettes en inox notamment, qui sont proposées, mais qui vont du coup être un peu en friction avec le système de packaging, d'emballage actuel. Mais là, pour répondre à votre question, emballage mais pas standard, une des
une des demandes Alors, des industriels. Standard mais pas banal. Et en plus, je crois que vous avez une diapo à nous montrer. Standard, mais pas banal. Merci Si on beaucoup. peut projeter. Oui, j'ai vu qu'elle était projetée tout à l'heure diapo. et on l'a vu On un n'en peu a trop qu'une, on tôt. ne peut pas se tromper. Voilà, la fameuse bouteille. Donc, l'emballage standard, il doit répondre à plusieurs exigences. Un emballage, en fait, un standard, pardon, il doit être unique, c'est-à-dire qu'on lui choisit une forme, une contenance, un matériau et un système de fermeture. Alors ça, c'est le cas de tous les emballages, mais c'est aussi vrai pour les emballages standards réemployables. En plus, il doit être performant, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il doit répondre aux exigences de toute la boucle de réemploi, côté industriel et côté traitement, la logistique, le lavage et l'usage, comme le rappelait Emmanuel tout à l'heure. Et puis ce que les industriels français ont choisi de garder, c'est une caractéristique qui le rende reconnaissable. Donc, l'exemple que vous voyez, c'est la bouteille standardisée que les Allemands utilisent pour les eaux minérales. Elle est déposée, ça s'appelle la bouteille à perles, la Perlenflasche. Cet exemple-là. Cet exemple que vous avez sous les yeux, oui, ce ne sont pas les standards français. Et donc, ils ont gardé l'idée d'avoir, là vous voyez, c'est une couronne de billes en relief, d'où le nom bouteille à perles. Et il n'y a que les minéraliers allemands qui font du réemploi qui ont le droit de l'utiliser. Et donc, un consommateur lambda en Allemagne, il sait tout de suite que cette bouteille-là, elle est consignée, elle doit être ramenée en magasin, elle fait l'objet d'une consigne, mais surtout, elle est prévue pour avoir une longue vie. Et donc, on a gardé ce principe-là en France. Ouais. Philippe Rothenauer, comment est-ce qu'on peut rendre l'emballage réemployable désirable? C'est une très bonne question. Juste pour rebondir sur ce que dit Sophie, la standardisation n'a pas que des inconvénients. Sophie le pointe très justement. Pour un consommateur, voir de très loin que c'est la bouteille que je veux parce que c'est justement la bouteille que je connais pour mon produit, c'est quelque chose de très important. Après, sur l'aspect marketing, il y a heureusement des tas d'autres dimensions possibles. Il y a heureusement des tas d'autres dimensions possibles que juste la forme de l'emballage pour se différencier. Si on parle vraiment emballage, on va parler d'étiquettes, de couleurs, de capsules. Il y a des tas de dimensions. Et je dirais, malgré tout, et qu'il me soit permis de dire ça, c'est le produit qui est la dimension ou les dimensions numéro 1 pour donner à un produit sa capacité individuelle. L'emballage a une fonction primaire qui est de protéger le produit. Est-ce qu'on allait trop loin dans la différenciation liée à ça? C'est bien possible. Et du coup, pour revenir à la question sur comment faire du marketing, comment finalement rendre désirable déstandardiser ce qui est standard au départ et qui n'est pas banal. Ça, je ne sais pas comment répondre. Ce que je pense, ce qui pour moi, en tout cas la manière dont j'essaie de l'appréhender, c'est comment rendre désirable la chose malgré tout et comment l'habiller de vertu pour la rendre attirante. On parlait avant de la bouteille en PET allemande qui fait de nombreuses rotations et qui du coup a son anneau d'usure. Cet anneau d'usure est justement la réassurance du fait que ce dont on parle, à savoir utiliser plusieurs fois un emballage pour réduire son impact sur la planète, se produit réellement. Donc la désirabilité, je la vois personnellement, mais je suis un consommateur un peu étrange, je la vois personnellement dans ce sens-là. Se persuader, avoir la réassurance du fait qu'on a vraiment quelque chose qui marche et qui va être plus efficace pour la planète. Parce que je suis convaincu que la frange de consommateurs qui va s'intéresser au besoin d'arrêter le plastique à usage unique dans les années à venir, je pense que je n'ai pas besoin de faire une démonstration, va grandir énormément. Emmanuel Auberger. Oui, Philippe connaît bien l'expérience puisqu'on l'a menée ensemble chez Système U avec des produits de la nature. Quand on expose les consommateurs aux emballages réemployables, ils sont à fond partant. Tout le monde a envie de participer à la transition écologique. Et donc là, c'est un geste assez simple. Il faudra que je ramène mon emballage au supermarché après consommation. Ça marche hyper bien. Les consommateurs, en fait, sont demandeurs de ce type de solution. Et je fais un autre parallèle, parce que là, il y a de plus en plus de McDonald's en France qui passent au système reuse pour appliquer la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire au 1er janvier 2023. On doit, quand on est sur place, être servi en emballage réemployable. Et le retour que l'on a, c'est que les consommateurs sont enthousiastes. Ils trouvent que l'expérience de ces restaurants, je ne vais pas très souvent, mais elle est bien meilleure quand on est dans des emballages rigides, qu'on sait que ça va être employé, qu'on n'est pas dans le gâchis. Voilà, donc on communique aussi, je pense, des valeurs très fortes, qui peuvent après, on a quand même, on laisse beaucoup de place sur les étiquettes, il y a quand même beaucoup de place. Nous, on va publier prochainement le fruit de notre R&D, d'avoir une machine qu'on appelle la Destic qui permet de retirer n'importe quelle étiquette et donc de laisser plein de place au marketing. Voilà. Effectivement, parce que vous faites partie de la boucle technique, effectivement. Hugues Pelletier,
Puisqu'on parle de réemploi désirable, on s'adresse donc au plus grand nombre. Comment emmener la grande distribution avec vous les opérateurs du réemploi? Oui, je pense que c'est un enjeu important d'embarquer les donneurs d'ordre, en fait, ceux qui sont au contact du consommateur. Et pour ça, il faut déjà comprendre le consommateur, ses attentes, là où il est capable d'aller ou rendre le produit désirable. Donc c'est l'échange qu'on a eu à l'instant avec Philippe ou Emmanuel, hein, montrer que ce sont des produits sympas, parce que c'est quand même aussi, les distributeurs vont y aller s'ils voient l'intérêt du consommateur. Il faut voir l'intérêt aussi du distributeur. Les premiers qui vont, c'est un effet d'aubaine de différenciation. Et puis, dans la durée, c'est aussi un très bon vecteur de fidélisation. D'accord ? Et le consommateur a vocation à revenir dans l'enseigne pour déposer ses bouteilles. Donc, ça le fait revenir. Donc, ça intéresse et il faut motiver. C'est un argument marketing pour la grande distribution. Exactement. Il faut trouver les arguments positifs. Et ensuite, il faut embarquer toute la chaîne amont. Donc les industriels avec leurs emballages et contrairement à des premiers projets tels que Loop où il y avait des emballages très différenciés et sur lesquels j'ai contribué, hein, mais il faut aller vers de la standardisation. Il y a un intérêt à la fois dans l'image mais surtout sur les modèles économiques. Et puis il faut aussi construire ces fameuses boucles de réemploi où on va construire une dimension nationale dans les standards et les démarches, mais ensuite opérer de manière régionale. Et c'est comme ça qu'on va gagner en efficacité, baisser les coûts, avoir une empreinte aussi environnementale positive. Et c'est comme ça aussi qu'on va embarquer finalement le distributeur. Et le distributeur ira d'autant plus qu'à la fois il y a une attente consommateur, il y a une chaîne en amont qui permet de venir les livrer, fournir des produits réemployables. Et aussi, dernier élément, qu'il y a les éco-organismes et qui permettent aussi d'accompagner cette transformation parce que ça demande aussi des investissements, comme des surcoûts, au moins au départ, parce que les volumes, on a quand même, sur les premiers temps, c'est pas forcément facile d'avoir des chaînes de production complètes ou des camions complets. Donc il y a quand même des surcoûts. Pour la logistique. Et donc, il faut, pour la logistique. Et donc il faut accompagner un petit peu ces surcoûts et donc essayer de limiter l'écart entre l'usage unique et du remploi. Et c'est ça, autour aussi du modèle économique, il faut savoir apporter des réponses à la grande distribution. Et puis il va falloir mettre en œuvre des millions de contenants progressivement réemployables. Je donne juste un chiffre. En France, on parle à peu près de 100 milliards d'emballages par an. Et quand on dit 5% là, en 2023 ou 10% en 2027, c'est vite fait l'équation. 10% de 100 milliards. C'est 10 milliards d'emballages. Alors, Emmanuel Auberger, vous allez devenir le général en chef, l'un des généraux des divisions de laveurs. C'est-à-dire, très clairement et sans rire, quel schéma d'organisation de laveurs industriels faut-il mettre en œuvre en France pour couvrir le territoire ? Ouais, c'est une bonne question. Puis Hugues l'a bien dit, la limite des emballages réemployables, c'est de ne pas parcourir trop de distance. Donc nous, usage aujourd'hui, on a 2 centres. Notre objectif en 2024, c'est d'avoir maillé le territoire français. Donc vous allez créer des emplois finalement Voilà, on crée des emplois locaux, d'industrie, dans des territoires. Et il faut qu'on soit près des grands bassins de consommation. Parce que c'est là où on consomme les emballages. Donc c'est là où nous, on doit les récupérer. Après, une fois qu'on les a triés, lavés, inspectés, on peut les renvoyer assez loin. Mais il faut qu'on soit proche des grands bassins de consommation sur les centres de lavage. Et je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Philippe au début. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On voit bien qu'il y a plein de matériaux d'emballage qui sont très difficiles à obtenir. J'ai un très gros embouteilleur, le premier embouteilleur devant en France, qui me dit de toute façon, la grande distribution, s'ils ne comprennent pas qu'il faut passer au remploi, ils vont vite comprendre parce que j'ai plus de bouteilles à leur mettre dans les rayons. En tous les cas, plus du tout au même coût. Parce que l'explosion du gaz en Ukraine, difficulté à trouver des bouteilles en verre. Donc, de toute façon, c'est l'histoire, c'est le chemin. Donc maintenant, il faut y aller et le plus vite possible. Et on voit bien que la boucle est prête. Et puis alors, il y a toutes les notions de sécurité autour de ces boucles de réemploi. Et là, maintenant, c'est pour vous, Pierre-Jean Cavaroc. Là, avec votre savoir-faire chez SGS, c'est compliqué à prononcer, j'ai réussi à cirer une fois depuis, c'est maintenant, ça s'appelle cirer, SGS. Vous avez un rôle important et vous allez avoir un rôle de plus en plus important, effectivement, pour garantir la sécurité, la traçabilité, les aspects sanitaires sur les emballages réemployés. Parce qu'il faut donner confiance aux consommateurs. Tout à fait. Mais même avant ça,
nous sommes investis dans le réemploi par conviction. Pour nous, le réemploi, c'est quelque chose qui doit être fait aujourd'hui, qui prendra encore plus d'importance dans les années à venir. Et notre but, c'est aussi d'accompagner les différents acteurs, déjà sur une partie R&D ou de caractérisation des matériaux, de choix des matériaux, parce qu'il y a effectivement la partie contact alimentaire, ça je vais y revenir un petit peu après. Ah oui, parce que vous devez rédiger un cahier des charges. Alors, il y a la rédaction d'un cahier des charges, mais au-delà de ça, en fait, il faut prendre en compte les différentes contraintes des différents acteurs. Il y a la partie utilisation, mais il y a aussi la partie industrialisation. Il y a toute la boucle finalement à boucler. Et notre but aujourd'hui, c'est d'accompagner les différents acteurs dans ce choix des matériaux. Une fois que ces choix des matériaux sont faits, il y a effectivement la partie cadre réglementaire. Aujourd'hui, nous avons la réglementation sur le contact alimentaire qui est existante. Donc la base est là, mais on doit aussi l'adapter justement pour prendre en compte le réemploi. Et au-delà de ça, il y a aussi toute une partie microbiologique à prendre en compte qui n'est pas forcément, qu'il faut repenser différemment et pour laquelle on doit justement faire face aux différentes méthodes des laveurs industriels. Et enfin, donc, il y a la partie matériaux, caractérisation des matériaux, validation que ces matériaux-là, les emballages, quand bien même ils seraient aptes au contact alimentaire, soient en mesure de résister à plusieurs cycles d'utilisation. Parce que des dizaines parfois. Plus il y en aura, mieux ce sera finalement. Et donc c'est là où on doit accompagner tout le monde pour que toutes ces contraintes soient prises en compte dès le départ et que le maximum de cycles puisse être envisagé pour ces emballages. Il y a une histoire de garantie de conformité aussi, que vos metteurs en marché, vos clients metteurs en marché vous demandent. C'est ça. En fait, aujourd'hui, ça rassemble en fait tout ce que je viens de présenter précédemment. Aujourd'hui, la confirmation de garantie, en fait, ça va prendre en compte aussi bien le contact alimentaire. Alors, si on fait abstraction de la partie sanitaire, ça va prendre en compte la partie réglementation sur le contact alimentaire, la partie finalement matériaux et comportement des matériaux et résistance du coup de ceux-ci. En fait, pour vraiment comprendre et synthétiser, vous êtes dès l'amont intégré dans le choix des matériaux, effectivement, parce qu'il faut penser, par exemple, à éviter les risques de migration. Enfin, j'essaie de traduire sur des emballages qui vont être réemployés de nombreuses fois. Et vous êtes présent ensuite pour tester, contrôler. C'est ça. Donc, vous êtes un élément, enfin, je veux dire, en tant qu'organisme, on pourrait peut-être en citer d'autres, mais en tout cas, vous êtes là. C'est fondamental pour la crédibilité du réemploi tout entier, quoi. Ouais, et en fait, nous nous sommes investis dès le début auprès de Citeo, justement, pour la réalisation de tests, pour les accompagner dans ce projet-là, mais plus largement sur le plan européen, en participant au projet RIPAC, justement, où SGS va avoir la tâche de développer un protocole d'emballage réemployable. Merci pour toutes ces précisions. Philippe Rothenauer. Je voulais juste rappeler que c'est l'équation qui est de trouver un matériau et un emballage qui fonctionne dans un système de réemploi a plusieurs solutions et plusieurs solutions qui existent encore de nos jours. Donc je ne veux certainement pas réduire le travail, mais réduire l'enjeu et la portée de ce qui est dit, mais il faut quand même se rappeler que ça marche au moment où on se parle en ce moment. De grands metteurs en marché mettent de nombreux emballages réemployés sur toutes sortes de produits. Et si on considère des cas autres que la France, en Allemagne avec des yaourts, on n'est pas en train de tout réinventer. Il y a des solutions à cette équation. Sophie Nguyen, 10% d'emballages réemployés en 2030, donc c'est vraiment pas une utopie. On va y arriver. En 2027, je répète, 10% d'emballages réemployés en 2027, on va y arriver. Alors, ma parole n'est pas engageante. Si je me permets une synthèse, parce que alors, on travaille avec tous les gens du panel aujourd'hui, qui sont présents aujourd'hui. Comme je le disais, nous, on est modestement, on essaie de coordonner lorsque c'est nécessaire d'avoir un acteur qui le fait. C'est pas moi qui vais mettre les emballages réemployés sur le marché, mais c'est sûr qu'on est aux côtés de nos clients pour qu'ils le fassent. La marche, elle n'est pas négligeable quand même, on le sait. Et il y a plein d'enjeux, ça dépend du produit, ça dépend du marché, comment il est organisé, etc. Mais pour nous, il y a vraiment 3 dimensions à mobiliser et à mobiliser en même temps, ce
qui rend le sujet si passionnant et si complexe. Il y a les sujets de solutions techniques, on en a évoqué beaucoup. Et quand je parle de sujets techniques, c'est des sujets d'emballage. Est-ce qu'ils sont bien réemployables? C'est des sujets sur le lavage. Est-ce qu'on est satisfait de toutes les méthodes qui sont aujourd'hui présentes? Emmanuel a parlé des étiquettes. C'est un vrai sujet pour le lavage. Il y a aussi le sujet du séchage qui nous occupe énormément. Donc là, il y a vraiment toutes les dimensions techniques. Est-ce qu'on a des solutions clés en main qu'on peut proposer aux industriels? Il y a la dimension de mutualisation. Est-ce qu'on arrive à faire converger les pratiques? Et ça, on en a beaucoup parlé avec Hugues et Philippe l'a aussi évoqué. Si on a chacun notre modèle de réemploi, on ne fera jamais les économies d'échelle. Il n'y aura pas de modèle pérenne. Et la troisième dimension, et c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir aussi toute la partie commerce embarquée dans le sujet, c'est est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que le consommateur achète et surtout rachète le produit? Parce que c'est vrai que les offres, elles existent. On en voit fleurir tous les mois, il y a une nouvelle innovation. Le problème, c'est qu'elle ne reste pas en magasin. Et ça, ou alors pas suffisamment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on trouve il faut que le consommateur soit embarqué. Et c'est ces trois dimensions qu'il faut mobiliser et qu'il faut développer en même temps. Il faut mobiliser, Emmanuel Auberger, les industriels, la distribution et les prestataires, dont vous faites partie. Les prestataires, oui. Oui, exactement. Ils sont mobilisés. Voilà, nous, ça fait quand même 3 ans et demi qu'on fait de la R&D avec l'aide de l'ADEME et de Citeo, comme l'a dit Sophie, avec d'autres acteurs. Aujourd'hui, les boucles, elles sont prêtes. Donc maintenant, il faut appuyer sur le bouton. C'est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut mettre plusieurs acteurs d'accord ensemble. Il faut que le distributeur accepte de mettre en place ses rayons et surtout accepte de récupérer les emballages. Et pas que ça soit juste temporaire. Voilà, il facilite la logistique. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de démonstrateurs. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut passer à l'échelle industrielle. Alors, c'est un enjeu toujours un petit peu plus complexe. Merci. On va prendre des questions. Donc on a un micro qui va pouvoir passer en salle. Monsieur à gauche, première question. Et on lui amène un micro. Est-ce qu'on a ce qu'il faut en termes de micro? Voilà, merci beaucoup. Alors, présentez-vous. Vous êtes un assidu spectateur, monsieur, je vous reconnais, vous étiez là ce matin. Tout à fait, oui. Oui, en fait, donc moi, j'ai aujourd'hui un cabinet d'audit et de consultants, mais j'ai travaillé 35 ans dans l'agroalimentaire et je connais très bien le problème du réemploi des bouteilles, puisque j'ai travaillé en brasserie. Et effectivement, il y a 30 ans, on a détruit le matériel de lavage de bouteilles pour pouvoir faire du verre perdu. Donc ça, j'ai bien compris qu'on n'allait pas refaire la même chose. Par contre, concrètement, aujourd'hui, quand on regarde une carte, pour laver les bouteilles, il y a beaucoup de trous. Donc il y a la Bretagne, avec un certain nombre de prestataires qui sont présents. Dans le Nord, il y a une brasserie qui s'est rééquipée. Voilà. Aujourd'hui, on va de plus en plus loin pour vendre nos produits. Donc effectivement, si on veut rester écologique, il faut qu'effectivement, on ait des de lavage proches de nos usines. Des standards. Voilà. Et après, il faut choisir la bouteille. Donc, si on part sur la bière, donc j'ai bien compris qu'aujourd'hui, la bouteille 75 centilitres, qu'on appelle bière belge, c'est celle-là qui va être retenue, je pense. C'est la plus, voilà, c'est la plus solide. J'imagine, je ne suis pas moi qui décide aujourd'hui, mais posez-le sous forme de question. Voilà, sous forme de question, voilà. Donc, je dirais concrètement, comment on va organiser tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs un peu partout, mais il n'y a pas de coordination vraiment. Alors, comme Michel Chevalet, comment ça marche? Voilà. Qui veut répondre à monsieur? D'abord sur la bière belge. Je fais sur la première partie et Sophie fera la deuxième. Donc oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut que des sociétés comme Usage, et il ne faut pas qu'on soit tout seul, maillent le territoire. Parce que là où je vous ai fait non, c'est qu'en fait, il ne faut pas être proche des embouteilleurs, il faut être proche des bassins de consommation. Parce que nous, on va récupérer dans un supermarché des bouteilles de bière, des bouteilles de jus de fruits, des pots de confiture, etc. Donc, nous, cette logistique-là, elle ne sera pas très optimisée. Après, une fois qu'on a remis sur des palettes, on va pouvoir envoyer un brasseur à Aubernais, à Saint-Omer, à Marseille, sans aucun problème. Et pour que ça fonctionne bien, je vais faire un exemple qui va faire plaisir à Philippe. Léa Nature à Vitamont, on est près de Toulouse. Le consommateur consomme à Strasbourg, Usage va laver près de Strasbourg et on va revendre à Jus de fruits d'Alsace, groupe LSDH qui fait les marques Carrefour. Voilà, c'est comme ça qu'on va vraiment réussir à optimiser leur emploi. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait effectivement les éco-organismes mobilisés. Sophie.
Alors oui, les éco-organismes y participent, mais la question c'est comment on fait pour le passage à l'échelle, comment on coordonne. Alors, je vais vous faire une réponse qui est honnête. Aujourd'hui, le gouvernement français a fait le choix de garder une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on a dit aux industriels, il y a des déchets d'emballage, vous vous débrouillez, vous vous organisez pour trouver une solution. Et ils ont missionné les éco-organismes. On avait une lettre de mission qui disait maintenant c'est vous qui le faites. Sur le réemploi, ce n'est pas le cas. Hein, on n'a pas créé les éco-organismes du réemploi. Il n'y a c'est une pas bonne question. d'organisme central. Pourquoi pas des éco-organismes Je du sais pas, réemploi? il y a quelqu'un du gouvernement pour répondre à la question. Y a-t-il quelqu'un du gouvernement français pour répondre? Non, mais- Manifestement, pas Et encore. donc c'est vrai que sans ça, et en respect des droits de la concurrence et du commerce, il faut observer toutes les solutions qui se développent. Les boucles de réemploi dont on a parlé, elles prennent différentes formes. Tout le monde ne fait pas le choix des standards, tout le monde ne fait pas le choix du lavage mutualisé, tout le monde ne va pas faire le choix d'une machine informatisée pour récupérer ses emballages. Tout ça, ça cohabite. Et je pense que ça va encore cohabiter quelque temps jusqu'à ce qu'on ait des convictions et que les pratiques convergent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme qui a l'autorité pour dire le réemploi en France, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Et en Allemagne, ce n'est pas le cas non plus. Hein. Ils sont très bien organisés. Il n'y a pas d'organisme central qui dit le réemploi, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ils sont arrivés à la même conclusion et aujourd'hui, ils font tous de la même manière. Malgré le fait qu'il y ait des lenders différents et des pratiques différentes au départ. Philippe Rottenauer, et puis on va prendre... Il faut voir ça comme une quelques autres opportunité, c'est un aspect un peu expérimental aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une biodiversité qui va se créer et on verra bien quelles sont les bonnes solutions. Moi, je ne les connais pas en tout cas. Faisons confiance à la nature. Autre question? Présentez-vous en 2 mots et posez votre question. Monsieur. Oui, bonjour. Donc moi j'aurais une question. Alors qui êtes-vous? Excusez-moi. Alors voilà, moi je suis distributeur d'un gobelet en carton. Très bien. Voilà. Réemployable? Réemployable sous certaines formes, on va dire. Ok. Donc moi ma question effectivement, et je rebondis par exemple par rapport à un élément qui a été donné sur la restauration rapide qui veut réintégrer effectivement le matériel réutilisable, le matériel lavable. Est-ce que vous avez réussi à quantifier et trouver un point d'équilibre entre l'énergie colossale qu'on va dépenser à mettre en place tout ce système de réemployabilité par rapport à un système effectivement jetable ou jetable traité? C'est-à-dire quand on voit qu'il va falloir monter des industries, du lavage, du transport, du temps, de l'énergie pour prendre, laver, ramener, repartir. Est-ce que vous avez quantifié ça et est-ce que vous avez un point avec des volumes effectivement avant de mettre tout ça en place à nous donner? Réponse, non. Non, pardon, excusez-moi, je ne fais pas partie de la conférence. Mais on ne peut pas à la fois demander la solution et la mesure de la solution avant d'avoir complètement inventé la solution, me semble-t-il. Qui veut répondre à ça? Philippe veut répondre. On va donner la parole à SGS tout d'abord. Pierre-Jean? C'est justement par rapport à ce point-là que c'est très intéressant de travailler en amont sur la partie R&D pour caractériser les matériaux et essayer de prédire le nombre de cycles de réutilisation, puisque finalement c'est ce qui va être le point central. Un emballage qui va être réutilisable uniquement 2 fois, il n'y aura absolument aucun intérêt, parce que justement par rapport à toute l'énergie qui sera utilisée sur toute la boucle, ça ne sera pas finalement intéressant. Un emballage qui, au contraire, pourrait être réutilisé 150 fois, la question se posera beaucoup moins. Puisque finalement, certes, il y aura de l'énergie dépensée pour toute cette boucle, mais la quantité de déchets d'emballage restera quand même très très faible. C'est le succès du réemploi qui fera sa vertu, Philippe Rottenauer? Oui, il faut bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est largement suboptimal à l'heure actuelle. Mais par contre, par rapport à la manière dont vous interpellez, dans le système que vous considérez, vous ne considérez pas l'impact sur l'environnement de cette plastique à usage unique. Vous ne considérez pas l'énergie qui sera nécessaire pour récupérer demain ce plastique dans l'environnement. Donc, je vous invite à repenser le cadre dans lequel on réfléchit à l'impact et à l'énergie et à l'empreinte globale de ce qu'on utilise en usage unique.
avant de le jeter l'opprobre sur le Peut-être c'est pas ce que vous voulez faire, monsieur, je ne Non, crois non, je pas. jette hein. pas le froid. Ouais, ouais, je non, pas jette du tout. effectivement le Mais fait c'est une de- interrogation légitime, vous avez raison. Voilà, tout à fait. Compte tenu de l'énergie qui va être développée, effectivement, est-ce qu'à terme, quand et sous quel niveau, on sera suffisamment, entre guillemets, rentable pour que le projet soit viable et intéressant. Voilà. On peut poursuivre, je vais vous donner la parole, en posant la question de l'analyse du cycle de vie du réemploi. Non, exactement. Et puis je pense qu'on est dans une démarche un peu 3R. Il faut réduire le nombre d'emballages, il faut les recycler complètement en aval, c'est très important, et aussi les réemployer. Et il n'y a pas une solution idéale, on l'aurait tous trouvé. Donc c'est une forme d'équilibre à faire. Dans certains cas, et quand il y a des distances trop importantes, il faut être clair que peut-être le recyclage c'est clairement la meilleure solution. Et dans d'autres, surtout dans le cadre de boucles régionales, le réemploi a beaucoup de sens. Mais ça dépend de la filière, du type de matériaux. Il y a eu des études de l'ADEME qui dit que si par exemple une bouteille en verre fait plus de 250 km, en effet son bilan environnemental est mauvais. Donc on le sait, donc il faut éviter, il faut rester sur, comme le décrivait Emmanuel, sur des boucles très, très régionales. Et inversement, on sait que recycler du verre, il faut monter à 1200-1300 degrés. D'accord, donc c'est aussi un coût environnemental important et en plus un coût économique, surtout par les temps qui courent, qui est quand même très fort. Donc il faut aussi prendre en compte ces différentes choses. Donc partons de bases de données scientifiques, d'ACV, sur chacun des projets, à discuter avec les donneurs d'ordre et les différents opérateurs de ces boucles pour bien évaluer l'intérêt ou pas des boucles, au bout de combien de cycles, est-ce que ça se croise bien, est-ce qu'au bout de combien de cycles c'est mieux que l'usage unique, et à ce moment-là, en effet, il faut se faire quelques convictions. Mais ce n'est pas forcément binaire. Être capable de mesurer effectivement dans tous les cas d'usage. Autre question? Y a-t-il d'autres questions encore? Non? Monsieur. Allez, on prend la dernière question avec monsieur. Oui, bonjour, Mathieu Bouch, donc je suis responsable packaging pour l'AITA, un groupe de l'ouest de la France. Et la question que je me posais, c'est en complément de ce que vous dites, c'est du coup, on a beaucoup parlé de GMS, du coup d'intégration du réemploi au niveau de la GMS, mais du coup, nous qui sommes des metteurs en marché aussi au niveau RHD, on se pose aussi la question de savoir si ça ne serait pas plus pertinent, au vu de ce qu'on se dit, d'enclencher en fait ce type de démarche de réemploi sur des marchés type RHD en fait. Voilà. Emmanuel Auberger. Absolument, c'est ce qu'on fait. J'étais au GEFCO récemment, donc qui est justement le syndicat des metteurs en marché pour la RHD. Effectivement, et nous on est sur plusieurs projets, sur des caisses, on est sur des emballages où la boucle est plus facile à maîtriser. Ici, il y a plein, par rapport au All4 Pack il y a 4 ans, il y a beaucoup plus de caisses réemployables disponibles, des caisses pliables. Donc, beaucoup de solutions en plastique, en inox qui ont été développées. Donc oui, très clairement, et Sophie l'a évoqué, dans la loi GEC, c'est aussi l'emballage industriel et commercial. Et c'est peut-être plus facile pour commencer. Donc très clairement, j'abonde, c'est la priorité. Sophie Nguyen. Oui, mais je voulais juste compléter, c'est vraiment une moyenne nationale sur l'ensemble des emballages. Les emballages ménagers, les autres, et quel que soit le segment de marché. Donc, ça choquera personne que les acteurs adressent les configurations qui sont les plus facilement transposables en réemploi en premier lieu, bien sûr. Un complément, ce qui servira de conclusion de Hugues Petrel, Hugues Pelletier pour Petrel. Je vous associe à votre société. Vous n'êtes pas le premier. Non, en fait, nous, on a un projet également dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant, et il y a de vraies opportunités parce qu'il y a de très gros volumes. Et puis aussi, il y a des boucles qui sont plus maîtrisées que quand ça part sur le client final. Donc sur des emballages sur lesquels on peut avoir des doutes, c'est peut-être plus facile de le mettre en œuvre. Et en plus avec une fréquence d'achat qui est importante, qui est significative, avec des retours. Donc c'est une belle opportunité à la fois pour la filière, mais ce qui est important aussi, c'est une vraie opportunité pour les opérateurs, les acteurs qui sont là sur le All4 Pack, aussi de changer, d'apporter aussi des solutions. Il ne faut pas le prendre ni comme un risque. Ça peut être un risque ou une contrainte, très, très clairement, mais cette révolution, il faut la faire avec tous les acteurs qui sont là pour apporter aussi des solutions. Et on a besoin encore de grosses transformations. Cette révolution, elle se fera avec vous tous, avec vous toutes et vous tous, cher public, puisque vous êtes aussi des citoyens et des consommateurs. J'en suis un également. Merci à nos intervenants pour cette passionnante discussion qu'on peut applaudir, bien sûr.